Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 1er novembre 1958, 1er novembre 2023, cela fait exactement 65 ans jour pour jour depuis que l'armée guinéenne a été créée, une occasion mise à profit pour rappeler l'histoire de l'armée guinéenne à travers notamment la semaine du soldat, mais aussi magnifier les pionniers qui se sont battus pour sa création. Les échos de cette célébration, c'est dans un instant. Et puis, ce 1er novembre 2023 marque aussi le début de l'évaluation des ministres en République de Guinée. L'opération rentre dans le cadre de la 3e session d'appréciation du niveau d'application des recommandations faites lors de la précédente évaluation en juillet dernier. Une démarche qui ne laisse pas sans mots les acteurs de la société civile guinéenne. Leur réaction à suivre dans ce journal. Dans notre focus de ce soir, nous nous intéressons au garba, un plat ivoirien à base de semoule de manioc qui commence à s'offrir une place de marque en Guinée. Au menu de tous les grands restaurants de Conakry, aujourd'hui, il se trouve au cœur d'un festival. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais, l'armée guinéenne a 65 ans ce 1er novembre 2023, créée par le premier régime au lendemain de l'indépendance. Cette date anniversaire a été vivement célébrée ce mercredi. Au cas Alpha Yaya Diallo, c'est une cérémonie qui a regroupé plusieurs officiers autour d'un repas. Mamadou Tanouba, reportage. L'histoire de l'armée guinéenne a commencé le 1er novembre 1958, juste un mois après l'accession du pays à l'indépendance. Au fil des ans, plusieurs corps sont venus grossir les rangs des hommes en uniforme. Dans la matinée de ce 1er novembre 2023, la salle de la messe des officiers du camp Alpha Yaya Diallo a servi de cadre à la célébration de l'an 65 de la création de l'armée guinéenne. Une rencontre festive présidée par le commandant du bataillon spécial de Conakry, le colonel Moro Diakité. Nous demandons à la population de s'entendre, de s'aimer entre nous et d'écouter vraiment les conseils. Ils ont porté confiance aux éléments qui sont au CNT maintenant pour décider leur sort. Pourquoi alors ne pas les suivre? Pourquoi ne pas suivre le gouvernement qui a une période très courte pour mettre tout au point, organiser une élection libre et transparente pour que le pays continue à marcher dans la démocratie. C'est ça notre souhait et c'est le bonheur de ce pays qu'on veut tous. Donc j'invite à tout le monde d'œuvrer dans ce sens. La vice-présidente du CNT, Maïmouna Yombouno, a pris part à cette cérémonie de célébration avec les forces armées. Elle a salué les réalisations faites par le CNRD. Vous aviez eu les bâtiments depuis 10 ans qui n'ont pas été touchés parce que tout simplement c'était la gouvernance. La gouvernance était mise en branle. Pourquoi? Parce que chacun voulait tirer son profil. Avec les militaires, c'est le respect. La célébration de l'an 65 de la création de l'armée guinéenne a été mise à profit pour inaugurer plusieurs infrastructures construites à l'intérieur du camp Alpha Yaya Diallo. Cette journée de célébration est aussi une occasion de tourner le regard vers les militaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Rencontré à la Bourse du Travail, Jean Dougo Guilavogui se réjouit de cette célébration. Cet ancien homme en uniforme se souvient encore du temps passé dans l'armée. Ansoubaï Baldé. Âgé de 71 ans, Jean Dougo Guilavogui a préféré nous accorder son interview arrêtée. Envoyé à la retraite le 31 décembre 2011, le vieil homme a couru pour monter les escaliers du siège de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, en même temps des exercices sportifs. Une façon pour lui de montrer sa bonne forme, même étant à la retraite. En ce jour qui marque l'an 65 de la création de l'armée guinéenne, c'est la joie qui anime le militaire à la retraite. Jean Dougo Guilavogui est là comme une force en attente, comme il le dit lui-même. Oui, parce que c'est pour manifester ma joie pour l'anniversaire de demain. Pour dire que nous sommes là, nous sommes des réservistes. Le jour que l'armée a besoin de nous, nous sommes prêts à répondre.
C'est pour montrer aussi que Dieu me donne la santé. Zandugo Gilavogui a appartenu au bataillon spécial des blindés et des chars de combat. Pour cause de sa bonne formation, le militaire à la retraite a participé à plusieurs combats à l'étranger et en Guinée. Nous avons été formés très dur, nous avons participé à beaucoup de combats, tant en Guinée qu'à l'extérieur, et nous avons été toujours vainqueurs par la grâce de Dieu. J'ai été en Sierra Leone, j'ai fait le contingent là-bas, je suis allé en mission au Libéria, en Guinée-Bissau, et au niveau, quand en 2000, l'agression contre notre pays, j'ai participé à Pamalab, j'ai participé à Gekedou, à Nongoa. Vous voyez, mais je me porte bien par la grâce de Dieu. À ses côtés, il y avait des femmes militaires à la retraite et des veuves des militaires. Ramatoulaye Traoré est la veuve de feu colonel Abdul Karim Adri Bangoura en service au camp Almami Samori Touré, décédé en 2008. Elle garde encore les souvenirs de son défunt mari. Quand tu vois mon mari dans sa tenue, c'était vraiment agréable à voir. C'est un beau gars, bien arrêté, joli, vraiment. Il était très bien dans sa tenue, très très bien. Et il fournit encore ses efforts dans ça. Cette journée qui marque l'an 65 de l'armée guinéenne est une occasion de se pencher sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire au sein des forces de défense et de sécurité. Quelle place occupe l'armée dans la démocratisation de la Guinée? C'est une question que se posent des acteurs sociopolitiques guinéens et autant le sujet intéresse, autant les avis divergent. Amara Bangoura est allé à la rencontre de quelques acteurs sociopolitiques. Voici son reportage. L'armée guinéenne a 65 ans. L'institution républicaine de l'indépendance à nos jours a marqué les esprits aussi bien sur le plan national qu'à l'échelle continentale. Outre sa mission régalienne qui est d'assurer la défense des intérêts territoriaux, pour Keyamou Bogola Haba, cet instrument de souveraineté n'est pas aussi en reste dans les chantiers de développement soutenus par les jeunes au pouvoir. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, du génie rural, du génie civil, nous avons aussi constaté la présence effective de l'armée dans le cadre du développement. Nous pensons que cette réconciliation, cet agenda national que nous réclamons de tous nos voeux permettrait d'avoir des objectifs communs. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est en train de nous dire que sa priorité des priorités, c'est bien l'économie, c'est bien les infrastructures, pendant que les civils disent que leur priorité, c'est les élections. Pour Fodé Baldé de l'UFR, cette célébration devrait permettre à l'opinion de passer en revue la mission de l'armée dans le processus démocratique. Le responsable de la cellule de communication de l'Union des forces républicaines s'appuie sur la gestion faite par le CNRD. Nous parlons de l'armée à un moment où l'armée même exerce le pouvoir politique et au même moment, il y a l'insécurité qui bat son plein. Au même moment, il y a une volonté de ne pas aller à la démocratisation. Je pense que, et au même moment, on confisque la liberté, alors que la constitution de l'armée est une expression de notre souveraineté. Pour rappel, la Guinée a enregistré 3 transitions dirigées par les juntes. La première dirigée par le CMRN, la deuxième par le CNDD et la troisième par le CNRD. Pour des citoyens rencontrés ce mercredi, cette journée du 1er novembre est symbolique, mais diversement appréciée. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro d'Aïcha Kamara et Ousmane Ossi Kamara. On dit aujourd'hui nos frères qui portent des armes, ils travaillent pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Mais en cela aussi, nous demanderions aux chefs militaires d'essayer de créer la collaboration entre civils et militaires. À l'interne aujourd'hui, nous savons que l'armée guinéenne aussi participe au développement économique, notamment le groupe génie militaire, génie route et génie agricole. Donc une armée plus républicaine, une armée qui connaît les bases de la fondation de cette armée, qui est de sécuriser la population. Tellement nous sommes divisés par cette armée, ce que je vais dire, c'est de nous aider à ce que on ait des institutions fortes en Guinée. Oui, on est fiers de l'armée guinéenne
C'est un jour historique. Il faut qu'on respecte notre l'armée. Ils ont sacrifié leur vie pour nous, pour défendre nous. Bonne fête donc à l'armée guinéenne. Dans le reste de l'actualité, évaluation des ministres de la transition, la démarche s'inscrit dans le cadre de la 3e session d'appréciation du niveau d'application des recommandations faites lors de la précédente évaluation en juillet, une démarche qui suscite la réaction des acteurs quant à la nécessité d'une telle initiative. Salma Diallo, reportage. Cette 3e session d'évaluation des différents ministres du gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'appréciation des niveaux d'application de ces derniers. Une démarche que trouve normale cet acteur de la société civile. De mon point de vue, cela s'inscrit en droite ligne de la pratique républicaine. Quand on vous a investi d'une fonction de responsabilité de l'administration centrale, il est de votre devoir de rendre compte de votre gestion quand vous êtes interpellé là-dessus. Cela relève de la compétence, j'ai fait allusion aux médias. Je pense que ce qu'on va demander juste, c'est d'essayer de bien formaliser cela et de donner la crédibilité à ce processus. Afin d'éviter une faille dans la démarche et surtout éclairer la lanterne de l'opinion, Moussa Ibn Conté suggère la transparence et la publication des résultats de ces évaluations. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis très longtemps, je dirais même depuis l'indépendance de notre pays. On n'a jamais révélé les résultats des évaluations. Même quand vous allez dans les ministères, vous apprenez toujours qu'il y a des évaluations du personnel des ministères, mais vous ne verrez jamais ces résultats affichés. Alors que cela, ce n'est pas, franchement, ça ne relève pas de la tradition en matière d'évaluation. Quand on évalue les gens, on doit publier les résultats, parce que l'évaluation en soi, elle est faite, c'est pour juste qualifier le travail et puis permettre de savoir les besoins du personnel en matière de renforcement des capacités. Le comité d'évaluation présidé par le Premier ministre Dr Bernard Gomou se rendra dans les différents ministères à compter de ce 1er novembre et ce jusqu'au 3 novembre 2023. Autre facette de l'actualité, les opérations de contrôle des nouveaux permis biométriques, vignettes et contrôles techniques pour tout type de véhicules de transport public et privé ont démarré ce mercredi à Conakry. Sur le terrain, les conducteurs d'engins roulants sont inquiets, bien qu'ils apprécient la démarche. À ce jour, certains conducteurs n'ont toujours pas changé leur permis de conduire. Mama Aïssa Tatawal Kamara. Nous sommes au rond-point de Bessia. C'est ici travaillent Sekou Marouf Kamara et Mamadi Kamara depuis plusieurs années. Ces conducteurs de taxi évoluent sur le tronçon port 1 et port 2. Le contrôle technique obligatoire des véhicules et le permis de conduire qui a démarré ce mercredi les rend inquiets. Les autorités doivent avoir pitié de nous. Nous détenons des vieilles voitures. C'est dans le quartier que nous nous débrouillons. Ces véhicules ne nous appartiennent pas. Ils ont raison, nous devons changer nos permis, mais nous n'avons pas de moyens. Je dois nourrir ma famille et payer le loyer. La voiture ne m'appartient pas. S'ils disent de payer le permis à plus d'1 million, c'est compliqué. Le président de l'Union des transporteurs routiers de Guinée émet aussi des inquiétudes face à ces multiples contrôles qui tombent au même moment. Il y a la coïncidence fait que de multitudes de contrôles au niveau, il y a le contrôle, comme on appelle, des vignettes en même temps, il y a le contrôle du permis, il y a le contrôle aussi il y a le troisième élément que j'oublie là, il y a le contrôle permis et de la visite technique. Voyez-vous, ça fait un peu de trop. Et bientôt aussi le contrôle pour la rématriculation. Je crois qu'on doit essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que cela pèse beaucoup et sur les passagers et sur les propriétaires de véhicules. Parce que si les 3 éléments viennent en même temps et tout est lié au problème d'argent, il va sans dire que les gens vont souffrir. Selon Feribori Donzo, un pourparler sera entamé entre les syndicalistes routiers et les autorités du pays. Une manière de revoir les dates mentionnées dans ces différents communiqués afin de soulager les transporteurs et la population.
L'ultime révolte d'une albinos. C'est le nouveau livre de Lamine Diabaté. L'œuvre a été présentée et dédicacée hier mardi, un roman d'une 50aine de pages qui retrace les périples d'une jeune femme qui fait face aux préjugés raciaux sur sa couleur de peau. Mariam Bouibari, reportage. Ce livre d'une 50aine de pages retrace la vie d'une jeune fille albinos nommée Ella. Dans ce roman intitulé « L'ultime révolte d'une albinos », l'auteur a voulu mettre en lumière les préjugés raciaux auxquels font face les personnes atteintes d'albinisme. Ce livre, c'est un peu nous ramener à notre responsabilité face à l'injustice, face au vécu des personnes atteintes d'albinisme dans nos sociétés, que chacun se mire et que chacun essaye vraiment de jouer sa partition pour que ces personnes-là puissent vivre de façon vraiment saine et se sentir aimées dans notre société. Pour Lamine Diabaté, cette dédicace représente un aboutissement de 10 années de réflexion sur la condition des personnes albinos. Aujourd'hui, je pense que j'ai une meilleure version du livre parce que je suis très critique envers ma propre personne. Je pense que cette version-là, moi-même, lorsque je parcours le livre, je suis vraiment fier d'avoir écrit une telle œuvre. Après la cérémonie, les invités ont été conviés à une exposition qui met en lumière ces personnes vulnérables. Une façon pour Yara Isako, l'auteur des œuvres photographiques, de participer à l'inclusion sociale des albinos. Je voudrais que chaque être humain, chaque personne dans nos communautés puisse voir les personnes atteintes d'albinisme comme des personnes normales comme elles. Je fais appel également aux personnes ressources, aux personnes de bonne volonté, aux différents donateurs à penser vraiment à investir dans peut-être un programme d'appui aux personnes atteintes d'albinisme afin de leur permettre d'arrêter de mendier, afin qu'ils puissent faire de leur vie quelque chose de très noble et respectable. Lamine Diabaté est auteur, comédien, conteur et metteur en scène qui a déjà à son actif 2 autres livres intitulés Ma belle albinos et une randonnée théâtrale. Comme annoncé en titre, le garba est un plat ivoirien à base de semoule de manioc accompagné du poisson thon consommé autrefois par la population à faible revenu. Il occupe désormais une place de choix dans la sous-région, notamment en Guinée. Depuis des années maintenant, le garba se vend un peu partout à Conakry. À l'occasion, un festival porte même son nom. Diena Boutiam, reportage. Le garba, essentiellement vendu dans des petites échoppes de rue généralement tenues par des hommes Hausa, a vite ravi le cœur des populations ouest-africaines. La Guinée ne fait pas exception. De nos jours, le garba est vendu un peu partout à Conakry, chose qui accroît la culture du manioc dans le pays. Aujourd'hui, le garba se commercialise à tous les coins de rue de Conakry. Et on ne compte pas moins d'une centaine de vendeuses de garba. Le garba a su donc conquérir le cœur des Guinéens dans leur ensemble. C'est également pour accroître la culture du manioc en Guinée, car le garba se base sur de la tchéké, qui n'est rien d'autre que de la semoule de manioc, qui est cultivée dans presque toutes les régions de la Guinée. Un autre facteur est d'encourager l'entrepreneuriat et créer de nouvelles opportunités d'affaires à travers la transformation sur place du manioc en différents aliments. Un plat spécifique de la Côte d'Ivoire, le garba était à la base consommé par la population à faible revenu avant qu'il ne se répande dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Autour du garba, qui n'est rien d'autre qu'un mélange de semoule de manioc qu'on appelle atchéké, accompagné de poissons thon frits à l'origine. Le garba est d'origine ivoirienne, consommé à l'origine par les populations à faible revenu et revendu principalement par les Haoussa du Niger dans des restaurants de fortune. Après avoir conquis la Côte d'Ivoire, le garba s'est expatrié dans la sous-région et en Guinée à travers les expatriés ivoiriens, que ce soit les étudiants, les cadres, les restauratrices, puis par la diaspora guinéenne ayant résidé en Côte d'Ivoire. La consommation du garba contribue progressivement à la création de l'emploi avec un impact positif sur l'économie nationale.
Et ce fait de société pour finir, les pluies qui se sont abattues sur Conakry ce mardi ont été un véritable calvaire pour les vendeuses de marché de Koza. C'est cet après-midi que ces dernières ont pu s'installer pour revendre dans ce lieu complètement inondé par des tas d'ordures. Certaines femmes fustigent le peu d'efforts fournis par les administrateurs. Fatoumata Kamara, reportage. L'insalubrité dans le marché de Koza est devenue un malheureux quotidien pour les riverains. Ce lieu de négoce situé dans la commune de Matoto cohabite avec des ordures aux grandes dames des vendeuses. Abibatou Kamara revend dans ce marché depuis plusieurs mois. Elle explique leur calvaire. Nous souffrons. Quand il pleut, on ne peut pas rester dans ce marché. L'eau ne peut pas passer parce qu'elle est bloquée par des ordures. Nous payons le taxe, mais nous sommes toujours entre les ordures. Logée entre des ordures qui dégagent une odeur nauséabonde, Zenab Bangoura déplore l'incapacité de l'administration du marché à trouver une solution rapide. Je paye 5 000 francs guinéens comme taxe par jour. Nous sommes allés voir les autorités du marché pour qu'ils nous aident à éloigner ces ordures de nous. Mais jusque-là, ils ne fournissent aucun effort. Et nous, on n'a pas le choix, puisque c'est ici qu'on gagne de quoi nourrir la famille. Cette insalubrité constitue pourtant un réel danger de santé publique. Et si rien n'est fait, ces vendeuses resteront exposées. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Les infos, c'est aussi sur notre site www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.